Imola, quatrième manche de la saison 2022 de Formule 1. On est ensemble pour débriefer le Grand Prix sur Motors Inside. Nous sommes 4 avec un habitué, déjà Romain. Bonjour. Bonjour à tous. Et deux têtes qui nous rejoignent, Cyprien et Nicolas. Messieurs, bienvenue parmi nous. Salut à tous. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Eh bien oui, parce que Nico, ça faisait quelques temps que tu n'étais pas... depuis Abu Dhabi en fait, tu n'étais pas revenu parmi nous et on te réaccueille car on a des choses à dire sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, j'ai failli dire Saint-Marin, qui a été marqué déjà par l'énorme doublé Red Bull avec la victoire de Max Verstappen devant Sergio Perez, le surprenant podium de Lando Norris. Alors messieurs, tout d'abord, Imola, on est toujours content de le retrouver, mais en plus, quand il y a la ferveur des tifosi autour, c'est vraiment un pur régal. Ah, c'était tout simplement magnifique. On en parlait il y a 15 jours pour l'Australie, de revoir du public au pied du podium. Mais là, en plus, en Europe, avec les fumigènes et tout, il y avait une ambiance comme un stade de foot. Non, c'était tout simplement magnifique de retrouver ça. Puis j'ai hâte, pour ma part, de retourner sur un Grand Prix pour revivre un peu cette atmosphère-là qui est tout simplement magique. Ouais, complètement d'accord, complètement d'accord. C'est sûr que ça fait plaisir. Ça nous change un peu des circuits du Moyen-Orient où la ferveur est un peu différente, on va dire. Puis sur toutes ces années Covid où on n'a pas eu de Formule 1 et pas eu beaucoup de public. Donc, ouais, quel kiff de revenir à Imola, vraiment. Ah, le tracé d'Imola est vraiment chargé d'histoire. Et puis ce gros plan qu'on avait sur la grille de départ avec l'énorme tribune derrière, chargée de public, chargée de supporters, des tifosi notamment, c'était vraiment palpitant. Tout comme ce Grand Prix. Ah ouais, un beau Grand Prix finalement. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a quand même des courses qui nous offrent du spectacle, des incertitudes. En tout cas, là, il y a la lutte pour le titre qui se dessine entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Et ce dernier d'ailleurs qui score une deuxième victoire, 2 pour Charles Leclerc, et aussi un grand chelem chacun. Il faut aussi s'en souvenir, un grand chelem chacun pour Leclerc et Verstappen. Mais déjà, on va commencer par là, parce que c'est plus évident. Verstappen, taille patron, taille champion du monde, tout simplement. Il n'a laissé aucune chance aux autres de derrière. Ben, il a été très fort et en plus, moi je tiens à souligner aussi la fiabilité du bloc Oui, enfin, oui. Red Bull Honda. Les 4 moteurs ont fini sur cette course, donc c'est quand même. Il n'y a pas eu de pépin mécanique durant tout le week-end sur les 4 moteurs, donc ça montre une certaine évolution au niveau de leur bloc, quoi. Donc c'est déjà une bonne chose. Comme on disait précédemment, pour gagner des courses, avant de gagner, il faut finir. Donc là, les moteurs ont fini. On voit que la Red Bull, elle a un rythme qui est impressionnant. Et moi, un qui m'impressionne encore week-end après week-end, c'est vraiment Sergio Perez. Parce que bon, Verstappen, on sait sa pointe de vitesse et bon, il est dans son environnement chez Red Bull. Mais Sergio Perez, week-end après week-end, il est vraiment impressionnant. Il est là, toujours présent juste derrière Verstappen. Il enlève les points intermédiaires au Ferrari. Donc c'est vraiment encore un week-end solide de sa part, quoi. C'est vraiment un très très bon week-end pour lui. Ouais, complètement d'accord, complètement d'accord. Là, les deux Red Bull, elles étaient imbattables ce week-end. Elles ont vraiment fait la course parfaite. On voit qu'il y a vraiment de la maturité. Ça y est, chez Verstappen, bon, on l'avait déjà vu l'an dernier, puis Perez qui revient au niveau où on l'attendait, hein, après une première saison qui a été assez mitigée. Donc franchement, ouais, rien à redire des deux. Week-end parfait, Verstappen qui marque 34 points en plus avec le sprint, donc le plus gros total de l'histoire pour un pilote, hein, maintenant qu'il a 8 points pour le premier du sprint. Donc il refait son retard sur Leclerc. Donc ouais, un week-end vraiment parfait. Puis avec la petite erreur de Leclerc sur laquelle je pense qu'on reviendra, ben c'est des points de gagner en plus aussi aux constructeurs, hein. Je crois qu'ils sont à une dizaine de points là, Red Bull, donc vraiment le week-end parfait. Ouais, avec les défauts sur 2 courses de Sainz, c'est clair que Red Bull a réussi à refaire son chemin. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la maîtrise. Ils ont su garder leur sang-froid, que ce soit après le départ manqué en course sprint, où il a attendu la fin et il a réussi à tenir ses pneus pour se dire bah tiens, je vais forcer une attaque en toute fin de course, et il a repris sa pole position. Et puis bon voilà, tout au long du Grand Prix, on l'a pas forcément vu, mais il a dominé, personne ne pouvait le rattraper. Sergio Perez était là, exactement en rôle de second couteau, mais un très très bon second pilote qui fait ce qu'on lui demande et qui a réussi à pousser Charles Leclerc à la faute. Et autre chose à souligner, c'est que Red Bull a aussi été très fort dans les arrêts au stand. Ils ont fait un arrêt en 2 secondes 2 avec les nouvelles. Exceptionnel. Avec les nouvelles arrêts, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment une performance. Bravo mécano, ils ont fait un travail, là on peut dire exceptionnel. Tout a été parfait. De toute façon, là, Red Bull ne pouvait pas faire plus. C'était vraiment le maximum de points. Alors bon, s'il y avait eu un doublé en course sprint, là, vraiment, le Red Bull aurait, elle aussi, eu le record d'un total de points obtenus en Grand Prix pour les constructeurs. Mais vraiment, Red Bull, maintenant, enfin, c'est ce qu'on disait avant, en off, c'est que Red Bull a pris l'habitude de jouer le titre. Ferrari, un peu moins, ça on va en reparler, mais Red Bull a cette maturité de champion du monde avec Verstappen, pas encore chez les constructeurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est une performance collective absolument énorme.
Et voilà. De toute façon, rien à dire sur la performance de Red Bull, performance sur le sec comme sur le mouillé. C'est une monoplace qui a une vitesse de pointe impressionnante. En plus, oui. Et c'est vrai. Ouais, voilà, il commence à avoir de la fiabilité. C'était un peu le défaut en début d'année. Ça, il faut que ça reste par contre. Hein. Il faut que ça continue comme ça. Ils ont sûrement mis la main sur quelque chose. Parce que comme le disait Romain, les 4 voitures finissent la course. Il y a encore beaucoup d'écart en championnat, que ce soit pour les pilotes, un petit peu moins pour les constructeurs. Mais ils vont être rudement impressionnants. Et il faut que Ferrari se ressaisisse. Parce que là, c'est une petite douche froide pour eux. Un petit avertissement sans vraiment trop de conséquences. Mais je pense que le coup au moral est là. Parce qu'en fait, ils ont réalisé la course parfaite, mais sur les terres de Ferrari. Ça, moralement, je pense que ça va être difficile à avaler. Et je pense que Ferrari, sur ce week-end-là, ils ont joué un peu petit bras. Ils n'ont pas amené d'évolution sur la voiture. Ils savent qu'ils ont un package qui est de base assez fort. Et entre le budget capé et puis l'avance qu'ils avaient, ils préfèrent avancer doucement en termes de développement pour pas non plus partir dans des directions folles et que la voiture, au bout d'un moment, ne marche plus. Donc, il y a peut-être ça aussi qui a joué. Après, des nouvelles améliorations devraient arriver pour Barcelone. On verra bien si même Ferrari des Miami, avantage. Des Miami, ils vont apporter normalement un nouveau fond plat qui devrait éviter ces soucis de marsouinage et un nouvel aileron arrière. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que cette nouvelle réglementation qui encadre le budget, il faut pas partir dans tous les sens. Il faut pas faire n'importe quoi. Ils ont la voiture qui domine. Sans l'erreur de Leclerc, il ramenait quand même pas mal de points. Vous pouvez pas prédire non plus l'accrochage de Sainz, donc Ouais, ça, on y viendra. ouais. On y viendra. Ne soyons pas trop impatients. Ferrari, on va pour cela. Non, mais c'est quand même assez judicieux en fait de pas dépenser trop d'argent dès le début parce que en fait la saison est très très longue avec 23 grands prix. Je pense que apporter des améliorations, s'ils jouent encore le titre à la fin de l'année, ce sera super important. On verra. Justement, Ils ont payer quelques cartouches. Ouais, comme on le voit, justement, ils ont un niveau qui est quand même assez similaire en termes de performance Red Bull et Ferrari. Donc, on le savait de toute façon en début de saison que ça allait être le développement qui allait primer cette année. Et je pense qu'on risque d'avoir ça un peu tout au cours de la saison. Le week-end où Red Bull amène des améliorations, ils seront peut-être un peu plus performants. Quand Ferrari va en amener, ils vont refaire leur retard, voire être un peu plus performants. Je pense que ça va être, on va avoir pas mal de courses comme ça où Red Bull dominera, Ferrari dominera, un peu comme on a eu l'an dernier avec Mercedes et Red Bull aussi. C'est vrai. Et donc voilà. Alors, Ferrari, vous inquiétez pas, on aborde le chapitre Ferrari dans pas longtemps, mais il faut aussi, alors Red Bull, voilà, rien à ajouter, mais par contre, il y a aussi une performance étonnante, c'est celle de Lando Norris qui score son premier podium de la saison, alors que Dieu sait que cette McLaren, elle est pas évidente. Alors non pas à cause du marsouinage comme certaines voitures, mais à cause des freins. Et là, par opportunisme, et c'est ce qu'il faut de toute façon pour réussir, il a réussi à amener cette voiture sur le podium. Et il montre de plus en plus d'aisance et il sait de plus en plus se mettre là où il faut pour accrocher les points, les podiums et aller savoir peut-être mieux plus tard. Là, c'est un résultat totalement inattendu pour McLaren. Quand on voit déjà depuis le début de saison les courses qu'il faisait, ils étaient assez loin. Même lui, Lando Norris, dans ses déclarations, on sentait qu'il n'était pas serein du tout. Et là, faire un podium, enfin, une performance exceptionnelle, quoi. Il n'y a rien à dire. Il a su saisir les opportunités. Bravo à lui. Enfin, super boulot pour ce week-end pour McLaren. Ouais, il prend un super départ. En plus, Norris, il passe Sainz au départ, il passe Leclerc aussi. Non, il a fait une super course de bout en bout. Franchement, il avait été bon en qualif, bon au sprint. Un super week-end. Ricciardo était pas mal aussi derrière. On sent aussi qu'il se rapproche un peu du rythme de Norris. Bon, après, il a cet accrochage en début de course qui lui plombe après tout son Grand Prix, mais on sent qu'il y a vraiment du mieux chez McLaren. Donc, à voir si Bahreïn c'était vraiment un cas isolé ou si cette monoplace elle est. Il y avait pas que Bahreïn. Hein. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, ils étaient pas au top non plus. Hein. Ils étaient mieux, ils finissent dans les points déjà. Bahreïn, ils étaient quand même vraiment moins derrière. Donc, non, il y avait une certaine différence de rythme aussi en Arabie Saoudite. Hein. C'est surtout le rythme qui était inquiétant, mais là, Nicolas, je pense que tu partageras toutes ces analyses-là. Mais est-ce que ça peut marquer le début du retour en forme définitif de McLaren ou est-ce que c'est une performance à tempérer pour l'instant? Non, c'est ce que j'écrivais un petit peu dans le top flop. Je pense qu'il a été opportuniste, mais comme l'an passé, dans les mêmes conditions, même à Spa, on voit que Norris se débrouille très bien sous la pluie. Donc ça va galvaniser, je pense, les troupes. McLaren travaille d'arrache-pied pour proposer une monoplace performante, et rien que ça va faire du bien au moral pour la suite. Et si Ricciardo commence à trouver petit à petit le rythme, moi je pense qu'ils vont réussir à revenir petit à petit. C'est pas qu'un feu de paille.
Et oui, puis à noter d'ailleurs que Lando Norris, c'est son deuxième Grand Prix à Imola, et les deux fois, il signe un podium. Donc, est-ce un signe du destin? Allons savoir, mais Lando Norris, très très surprenant. Et je voulais aussi en venir à une autre performance, alors qui est passée un peu plus inaperçue, mais qui aurait cru, au regard du début de saison et surtout du Grand Prix d'Australie, que l'on aurait les deux Aston Martin dans les points, Vettel 8e, Stroll 10e, et qui rattrape un début de saison qui a été tout bonnement catastrophique. Après, c'était un week-end après un peu atypique au niveau des conditions météorologiques. Et puis aussi, bon, il y a eu l'accident au départ. Ça a certainement aidé un petit peu à ce que les deux Aston soient dans les points. Après, c'est sûr que la voiture, elle manque quand même de rythme. Après, c'est déjà une bonne chose pour eux d'avoir marqué des points d'ouvrir leur compteur pour le début de saison. Mais ça reste quand même toujours une voiture qui est un peu dans le bas du classement, quoi. Je pense que c'est les conditions météorologiques et le talent de Vettel, dans un premier temps, qui ont amené ses premiers points. Après, Stroll, on sait que sous la pluie, c'est pas un mauvais pilote. Donc, il a su pareil, comme Norris, hein, il a saisi une opportunité de marquer un point. Ben, bravo à lui. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Ouais, et puis Vettel, ça fait un peu taire les critiques aussi qu'il y avait eu sur lui au début de saison, puis toutes les rumeurs qu'il envoyait prendre sa retraite avant même la fin de saison, tout ça. On a senti un Vettel bien plus impliqué et bien meilleur en piste que sur les dernières courses, donc ça fait plaisir à voir aussi. Et puis bon, ben Aston qui marque ses premiers points, ça nous change de l'an dernier puisqu'on n'aura aucune équipe qui finira la saison à 0 points, donc c'est bien. Oui, c'est inédit ça, mais je me demande depuis quand c'est pas arrivé ça qu'il y ait une écurie qui ne marque pas de points, enfin qu'il y ait aucune écurie qui ne marque pas de points au cours de la saison. Parce que As n'en avait pas marqué l'an dernier, il faut regarder les archives, mais en tout cas, ça faisait un long moment que c'était pas arrivé, ça. Donc ça prouve que Aston Martin commence à peut-être trouver quelque chose. Ou alors, Nicolas, peut-être aussi te dire que c'est éphémère. Faut peut-être pas se Ouais, dire trop, contrairement, c'est du boulot. contrairement à McLaren, effectivement, je pense que là, ils ont vraiment réussi à profiter des conditions météo, un petit peu d'effet de course. Voilà, Vettel l'expliquait à l'arrivée. Ils ont été opportunistes, ils ont été audacieux. Ils sont rentrés assez tôt. Bon, ils ont suivi l'exemple de Ricardo, mais voilà, ils sont rentrés un ou deux tours avant les autres. Et il a dit que tout le monde les avait copiés, mais voilà, c'est ce qui leur a permis de prendre un petit peu d'avance. Donc, ils ont réussi à tenir le rythme ensuite. Je pense que pour les prochaines courses, ça va être beaucoup plus compliqué. Et de repartir mais sur une stratégie agressive, ça a permis, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que c'était une écurie où ils tentaient plus rien, et puis là, ils ont fait un coup au niveau de la stratégie, ils voient que ça marche, donc peut-être qu'à l'avenir, ça leur permettra de retenter des coups comme ça pour essayer de remarquer des points un peu plus tard dans la saison. Et c'est vrai que bon, après, avec un midfield qui est assez resserré, il faut prendre des risques au niveau des stratégies pour essayer de marquer des points, parce que maintenant, beaucoup de voitures sont quand même sont fiables, c'est assez proche, donc si tu fais pas un coup au niveau stratégique, ça peut être délicat de marquer des points. Ça rappelle. Surtout qu'à mon avis, excuse-moi, pardon, Bastien, mais surtout qu'à mon avis, faut pas non plus trop s'enflammer sur Aston Martin, comme on le dit. Il y avait quand même des conditions qui étaient très atypiques et je les vois pas non plus marquer des points maintenant dans les 2-3 prochaines courses, encore moins avec les deux voitures. Donc, après, ça dépend. Peut-être que ça peut arriver. De toute façon, il faut avoir des coups stratégiques, comme celui qu'a fait Albon il y a 2 semaines en Australie. Hein. Ça peut se jouer en tout cas, la lutte dans le bas de classement milieu de peloton, ça se jouera certainement à ça. Mais bon, en tout cas, Aston Martin, à voir sur la durée. Et le dernier bon point que je voulais aborder, c'était une belle histoire. Figurez-vous que 2 pilotes qui ont terminé dans le mur à Tamborello l'an dernier se sont retrouvés ensemble sur la ligne d'arrivée. Russell, Bottas, qui termine 4 et 5e. Alors, Russell qui surclasse complètement Lewis Hamilton par plus certainement d'opportunisme et de meilleure connaissance, ou en tout cas une meilleure maîtrise de la voiture. Et un Bottas, mais revigoré et vivant. C'est le genre de lutte, ce sont 2 pilotes qui font extrêmement plaisir à voir. En particulier, Valtteri Bottas, qui est tout bonnement bonifié depuis le début de saison. Ça fait plaisir à voir. À moi, Valtteri Bottas, depuis le début de la saison, j'ai l'impression tout simplement de retrouver le Bottas de l'époque Williams. Pas de pression. Il se fait plaisir. Même quand on voit ces petites vidéos qu'il fait sur les réseaux, on voit qu'il est totalement relâché. Enfin, il est plus naturel, beaucoup moins stressé, j'ai l'impression. Et tout son talent, il le met à profit de l'Alfa Romeo. Non, moi, honnêtement, Bottas, ça reste la très bonne surprise du début de saison. Et je me dis qu'avec un départ un petit peu meilleur, il aurait pu être sur le podium à la place de Lando Norris. C'est pas impossible, oui. Je pense, le fait d'avoir percuté Ricardo, je pense que la voiture d'ailleurs, elle avait des stigmates sur le nez. On voyait la trace du pneu de la McLaren.
Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il aurait pu jouer le podium facilement, quoi. Et je pense que si Alpha continue comme ça, ils pourront faire un podium dans la saison, quoi. Ça serait bien qu'on s'en rappelle, que si un jour ils font un podium, on puisse ressortir cette petite parenthèse. Ouais, surtout que, alors c'est vrai que Bottas, il semble quand même vachement plus épanoui maintenant qu'il est chez Alpha. Je pense qu'il y a aussi ce rôle de numéro 1 qui lui va mieux que cet éternel rôle de second couteau chez Mercedes où il était complètement écrasé par Hamilton et où il n'était pas vraiment considéré non plus. Donc il avait ses contrats de 1 an là tous les ans pour le prolonger. On sentait qu'il était, même lui, il savait jamais de quoi son futur allait être fait. Donc là, on le sent vraiment installé. Il a le rôle du mentor pour Zo à côté. Donc franchement, on sent un pilote qui est épanoui, qui se fait plaisir et puis qui nous montre qu'il était bien plus que ce qu'on pouvait voir chez Mercedes par passage l'an dernier où il était complètement à la rue. Enfin, l'an dernier, ces dernières saisons, même où il était des fois complètement à la rue. Là, depuis le début de saison, il est hyper régulier, il est super performant. Donc, tant mieux pour lui, puis tant mieux pour Alpha aussi, qui montre qu'ils sont là dans la bataille pour le midfield. Clairement, ça a apporté une très bonne dynamique, je pense, chez Alpha. Faudra voir si ça va tenir tout au long de la saison. Je sais pas s'ils vont avoir les capacités de développer les voitures, mais en tout cas, ça fait partie d'un très bon début de saison et c'est vrai que je suis aussi assez heureux, assez satisfait de le voir se dépasser comme ça et prendre du plaisir. Donc finalement, un petit podium permettrait de concrétiser de manière fabuleuse ce début de saison. Après, comme tu disais, Nico, pour le développement, c'est sûr que Alfa Romeo, ils essayent d'optimiser au maximum le début de saison. Ils savent qu'ils ont une voiture qui est pour le moment qui est dans le milieu haut du peloton. Ils optimisent tous les week-ends comme ils peuvent et c'est top. Et on pourrait faire aussi même l'analogie avec As, ils ont une voiture, ils marquent encore des points ce week-end-là. Enfin, alors As commence à marquer le pas un peu, je trouve, parce qu'ils avaient quasiment le même niveau. Je me demande même si As n'était pas un petit peu supérieur à Bahreïn, ou alors c'était un circuit un peu spécifique, je sais pas. Après, les As sont souvent adorés Bahreïn. On se souvient de Romain Grosjean notamment. Ouais. Mais là, Alpha devrait avoir un peu plus de constance et de consistance tout au long de la saison. Là, la course de Magnussen a été assez compliquée. Il nous a fait un très très beau tour en qualif. En sprint où il fallait garder du rythme, il a perdu énormément de place. En course, il a réussi à n'en perdre qu'une seule. Mais c'est dû à des faits de course parce qu'on voit quand même que devant, il y a Sainz qui abandonne, Ricciardo qui repasse derrière, il y a Alonso qui abandonne, Ocon qui se prend des pénalités. Peut-être que sans ça, ça aurait été plus compliqué pour les points. Allons savoir, mais en tout cas, on parlait là-dessus quand même de Bottas. Superbe, Valtteri Bottas. Là, il y a un gros potentiel et le podium, s'il continue comme ça et si l'Alpha se développe bien, ça finira par arriver. En revanche, pour le moment, il a fait le bon choix. Pour le moment, il a fait le bon choix. C'est vrai. Ça aurait été à se demander, mais ça pourrait peut-être le relancer complètement. Mais ça, bien sûr, c'est l'avenir qui le dira. Le gros point noir, alors, pour le commun des mortels, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas si grave. Mais c'était une catastrophe pour les tifosi. Je veux parler de Ferrari. Sainz abandon, donc on le disait, et Ferrari. Et Leclerc qui part à la faute, à la chicane haute, en poursuivant Pérez. Là, c'est pas le week-end espéré pour les Ferrari, alors qui n'avaient certes pas le rythme des Red Bull qui était tout bonnement impressionnante. Mais Ferrari, là, c'est mauvaise pioche, pas catastrophique au championnat, mais mauvaise pioche quand même. Non, c'est sûr que ça a été un week-end compliqué, enfin une course compliquée dimanche. Bon, après Sainz, là, sur ce coup-là, il y est pour rien, il se fait percuter, il finit dans le bac à gravier. Bon, c'est la course, hein. Et après, pour moi, Leclerc, là, il a fait une erreur de jeunesse. Il savait que sa voiture, elle pouvait pas faire mieux que troisième. Il a voulu essayer de pousser dans le dernier secteur pour profiter du DRS. Voilà, c'est une erreur de jeunesse. Honnêtement, moi, quand j'ai vu la voiture dans l'herbe, je pensais qu'elle était fracassée contre le mur, donc je le voyais pas du tout repartir. Pense aux tifosi. Pense aux tifosi. Ils ont dû avoir peur aussi. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est la peur que j'avais concernant Charles Leclerc, c'est dans ces moments-là qu'il surpilote. Et là, il a fait la première erreur de la saison. Pour moi, c'est sa première erreur. J'espère qu'il en fera pas d'autres parce que Verstappen, il saura saisir les opportunités quand il y en aura. Ça, les deux en feront, je pense. C'est ça. Mais voilà, moi, je suis vraiment déçu là du comportement de Leclerc sur ce truc-là. Il n'avait pas poussé comme il a fait. Il valait mieux qu'il a sur la troisième place que là, il a voulu tenter d'avoir la seconde et finalement, il se retrouve loin derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Cyprien, mais bon, c'était tout à fait. Je pense pas qu'on puisse lui reprocher.
C'est vrai que du coup il a fait cette erreur en s'envoyant les quatre roues en l'air à la chicane à la variante Alta, mais enfin, en même temps voilà, s'il n'avait pas attaqué, on aurait pu lui reprocher aussi d'avoir simplement gardé sa troisième place. Ferrari a une bonne voiture, Ferrari lui a dit qu'il pouvait passer les pneus tendres, alors je pense que ça pouvait se finir en pneus jaunes. Du coup ça a bousculé Red Bull, qui eux aussi ont couvert la stratégie, et voilà, je pense ils ont voulu être audacieux, en tout cas ils ont voulu jouer le jeu d'aller marquer le plus de points possible, et ça a pas fonctionné. C'est une déception, c'est un premier avertissement sans frais, un gros coup au moral j'imagine également, mais voilà, il faut tenter des choses. Et puis Verstappen, non, Charles Leclerc, il doit apprendre à se battre pour un titre mondial, hein, il l'a pas encore fait. Verstappen, lui, il a l'expérience maintenant, et ça va rentrer petit à petit. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sûr qu'on peut pas lui reprocher d'avoir attaqué, au contraire. Moi, ce que je lui reproche un peu, c'est de pas avoir été assez patient, parce qu'il restait encore quelques tours, je sais plus combien, moins de 10 il me semble, mais il lui restait encore quelques tours. Au 54e sur 63, très précisément. Voilà, donc il restait une dizaine de tours encore après. Il aurait pu attaquer un petit peu moins, prendre un peu moins de risques. Et ça lui coûte très cher, parce que je pense que en étant un poil plus patient, il avait encore du coup largement le temps de reprendre Pérez, et c'est une erreur qui est quand même. Je suis pas sûr qu'il aurait mangé Pérez, hein, parce que Pérez avait un gros rythme aussi. Hein. Bah, en tout cas, il aurait peut-être eu une opportunité, mais on le saura jamais. Du coup, on le saura jamais. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il perd beaucoup de points. Puis... De toute façon, j'ai envie de dire, avec des sims, Mazepin aurait été champion du monde. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, là, pour Ferrari, ça fait beaucoup ce week-end avec Sainz. Sainz qui est déjà, du coup, je regardais à 48 points de Leclerc. Bon, alors là, il y est pour rien ce week-end, hein, mais dans 4 courses. On dit tous qu'il y est pour rien, mais je suis pas complètement d'accord, parce qu'en fait, il avait un super rythme. Je me demande s'il aurait pas pu rivaliser avec Leclerc pour une très bonne position sur la course sprint, donc en qualif. Et là, la donne aurait été complètement différente. Il n'aurait pas eu Ricciardo derrière. Et du coup, il aurait peut-être pu finir sa course. Alors, c'est toujours avec des si, mais je pense que voilà, c'est un enchaînement de faits qui, au départ, sont de sa faute et qui l'amène à abandonner là, en fait. De toute façon, depuis le début de la saison, on voit que si on rate sa qualif, après le week-end c'est toujours plus compliqué, quoi qu'il en soit. Là, il rate sa qualif du coup vendredi, du coup samedi, course sprint, certes, il fait une très belle course, il remonte et tout ça, mais du coup ça le fait partir de trop loin après derrière, quoi. Il s'est mis en danger, c'est clair. Voilà, c'est ça. Après sur l'accrochage, il y a Ricciardo qui plonge, il y a un peu de sous-virage, bon, il percute, bon ça voilà. Après ça aurait été un circuit comme le Paul Ricard, je pense qu'il serait reparti, puisque là il s'est tanké dans le sable sur un circuit avec de l'asphalte, il serait certainement reparti. Après bon, c'est un circuit à l'ancienne. C'est ça, c'est un autre débat. Mais ça fait du bien de revoir des circuits avec des bacs à sable. Ouais, c'est ça. C'est des circuits d'hommes. Ça, c'est marrant, Nicolas, parce que j'allais en parler. Tu l'avais évoqué pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi, que je vous invite d'ailleurs à revoir, hein, parce qu'il était tout de même passionnant. Un Grand Prix avec des bacs à gravier, forcément, l'erreur est tellement peu pardonnée que ça aurait pu changer, forcément, l'issue des saisons dernières, et que là, à Imola, sur un circuit à l'ancienne, à l'erreur, dans l'herbe ou dans les graviers, là, par contre, c'est très punitif. Et c'est vrai que ça fait plaisir à revoir, même si, malheureusement, pour Carlos Sainz, ça n'a pas été source de réussite. Voilà. On va conclure bientôt ce débrief-là. Je voudrais simplement que vous m'évoquiez très rapidement votre flop, un flop chacun, votre flop de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne avant de refermer cette page et de tourner nos regards vers Miami. Moi, mon flop, je mettrais Hamilton, parce que bon, il fait pas une course très mauvaise non plus. Il n'a pas été aidé par les conditions. C'était très difficile de dépasser. Mais au final, il part 14e. Il part beaucoup trop loin. Il termine 14e. Donc bon, il y a aucun gain de place. Russell part 11e, il finit 4e. Ça fait mal quand même. Ça fait mal de voir Hamilton aussi loin de Russell. Russell, c'est son 4e top 5 en autant de courses. C'est le seul pilote d'ailleurs qui a fini dans le top 5 à toutes les courses, hein, depuis le début de saison. Et là, c'est vrai que, c'est quand même hyper surprenant. On est à se demander qui est le septuple champion du monde entre les deux, quoi. Alors bon, encore une fois, hein, les conditions ont vraiment pas aidé Hamilton, mais c'est pour moi pas assez, et on doit attendre beaucoup plus de lui, et il doit faire plus, quoi. Il peut pas rester bloqué toute la course à Gasly et Albon. C'est vrai. Pour ma part, moi, le flop, on en a parlé précédemment, c'est l'erreur de Charles Leclerc qui lui coûte des points, donc on va pas revenir là-dessus, mais pour moi, c'est mon flop du Grand Prix, parce que je pense voilà, en tant que supporter de Ferrari, c'est vrai que de le voir dans le décor, ça m'embête. Ça fait des années que Ferrari n'a pas une voiture pour jouer le titre. Et voilà, un excès de confiance a fait qu'il a perdu une partie de son avance au championnat, et c'est ça qui est dommageable. Et une erreur comme ça sur un circuit lambda,
ça aurait pu passer, mais là, c'est devant les tifosi, enfin, ça met un coup sur la tête, quoi. Ouais, c'est vrai. Il se rattrapera à Monza. J'espère, on va croiser les doigts. Faut savoir, oui, faut savoir. Et d'ailleurs, ouais, je fais juste une parenthèse sur Leclerc. Pour l'instant, la statistique qui se confirme, hein, il n'a encore jamais gagné de Grand Prix en n'étant pas parti de la pole position. Comme ça, au moins. Ça, c'est fait. Statistique intéressante quand même. Pour ma part, le flop, c'est Mick Schumacher. On n'en parle pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est simple, hein. Il y a Magnussen qui n'était pas forcément prévu pour 2022, il remplace au pied levé Mazepin, et finalement il marque les 15 points de Haas à ce jour. Il revient en super forme alors que ça fait un an qu'il est exilé ailleurs. Et Mick Schumacher qui brigue un baquet chez Ferrari. Pour le moment, je pense qu'il ne le mériterait pas forcément. J'ai pas forcément envie d'être trop dur non plus, mais pour moi, il a rien démontré. Et face à Mazepin, certes avec une Haas avec laquelle on pouvait pas faire grand-chose, il était devant. Mais là, face à Magnussen, qui n'est pas non plus un champion du monde, même s'il a beaucoup de talent, il a vraiment beaucoup de difficultés. Donc, voilà, faudrait comprendre ce qui lui arrive. Mais j'espère qu'il va pouvoir remonter un petit peu en performance, sinon ça risque d'être compliqué pour son avenir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, d'ailleurs, il y a que 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points cette année. Il y a Hülkenberg qui a fait 2 courses, donc on va pas compter. Et il y a Latifi, voilà, pas besoin d'en rajouter, et Schumacher. Donc ça fait quand même un peu tâche, alors qu'il est loin d'avoir la pire voiture, qu'il n'est toujours pas réussi à marquer un point. Et surtout que c'est loin d'être le pire pilote en plus, hein. En plus. Bon, après, il a raté un Grand Prix aussi à sa décharge, mais bon, quand même. C'est vrai. Bon, toujours est-il que on a fait le tour, hein, rapidement de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Dans 2 semaines, on va à Miami pour la première course de la saison. Alors là, pour conclure, on se projette très rapidement sur Miami. Là, ça va être une toute autre comédie qu'Imola, un peu la folie des grandeurs, surtout des billets qui coûtent extrêmement cher. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre au vu de ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on peut attendre à Miami? À Miami, je pense que circuit urbain, je pense que Red Bull aura un avantage. Et après, j'attends de voir les premiers essais libres pour me faire un avis après sur le tracé, parce que j'ai pas forcément d'opinion pour le moment. Mais je pense que Red Bull sur un circuit urbain sera très fort. Ouais, moi, ce que j'attends de Miami, c'est de retrouver une bataille comme on l'a eu en début de saison, quoi, une bataille serrée entre Ferrari et Red Bull. Ce week-end, c'était super pour Red Bull, mais ça a manqué quand même un peu d'une petite bataille Verstappen-Leclerc, donc j'espère qu'on l'aura à Miami, mais il faudra voir le tracé. Ouais, je vais rejoindre ce que dit Cyprien, c'est pareil, hein, là on voit que les deux personnes, les deux pilotes qui vont pouvoir se battre pour le titre, c'est Verstappen et Leclerc, et puis on attend que du coup ils se battent pas à distance, mais roue contre roue. Verstappen a changé de comportement, j'ai l'impression, face à Leclerc. On verra si ça reste vrai tout au long de la saison. Ils ont l'air d'être, pour le moment en tout cas, de faire ça comme il faut, de manière assez cordiale. Ça serait intéressant que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et puis j'espère que ça va reprendre dès ce Grand Prix aux États-Unis, avec une piste qui, j'espère, permettra aussi des dépassements et que chacun puisse y trouver son compte. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir été présents pour débriefer ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Vous, chers lecteurs, vous restez bien sûr constamment avec nous sur Motors Inside toute la semaine. L'actualité de la Formule 1.